sur la commune de Quessois, donc au sud de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Donc je suis installé avec mon épouse sur une surface de 52 hectares, un système tout terme, vélage groupé de printemps, monotraite toute l'année et donc fermeture de la salle de traite l'hiver. Donc voilà, donc aujourd'hui on est tous réunis pour un événement quand même assez particulier parce que c'est le lancement d'un livre au niveau du CEDAPA. Alors le CEDAPA, on va peut-être commencer par ça, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais on va faire vite fait. Donc c'est un centre d'études et de développement pour une agriculture plus autonome. Donc voilà ce que veut dire le CEDAPA. Donc c'est une association qui est basée dans les Côtes-d'Armor, en 22, qui a environ entre 170 et 180 adhérents. Qui en fait est là pour militer, défendre, promouvoir, développer les systèmes herbagers, surtout les territoires et même voire plus loin que le 22. Donc le cœur du métier du CEDAPA, c'est bien ça, c'est de parler des systèmes herbagers, de parler des systèmes pâturants au maximum et de développer ça où on peut. Alors on travaille beaucoup par des groupes d'échange. Et en fait, cette histoire du livre, dont les auteurs qui sont derrière moi vont vous parler, est issue aussi justement des groupes d'échange. Donc il y a plein de groupes d'échange en fait sur le territoire, donc sur l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Et donc l'idée du village groupé de printemps, en fait, est venue suite à des journées d'échange entre paysans qui avaient entendu parler, ou vu, ou lu dans des livres, un certain Erwan Leroux dans ce temps-là, ça a démarré surtout par Erwan Leroux, donc dans le Finistère, qui était justement sur un système village groupé de printemps, et donc fermeture de la salle de traite l'hiver. Et donc ça a interpellé pas mal d'éleveurs du CEDAPA, des adhérents du CEDAPA, et ils se sont dit, ce serait peut-être bien qu'on aille voir ça. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Je vous parle de ça, c'est dans les années 2000. C'est en 2009-2010, de mémoire, donc il y a un peu plus de 10 ans. Et donc, du coup, il y a un groupe d'éleveurs, qui a été à l'initiative du CEDAPA, qui a été voir Erwan Leroux dans le Finistère, cette ferme, en fait. Et tout est parti de là, en fait. Tout est parti de là au niveau du CEDAPA, c'est-à-dire que les paysans qui ont été le voir, cette ferme-là, les voir, lui et sa femme, sont revenus, et puis au niveau du CEDAPA, au niveau du groupe, en fait, ils se sont dit, ce serait peut-être intéressant d'aller plus loin au niveau du CEDAPA là-dessus, sur cette thématique-là, village groupé de printemps. C'était pas forcément le cœur du métier du CEDAPA à ce moment-là, parce qu'en fait le CEDAPA, ça rejoint tout, ça rejoint tout ce qui est à base d'un système herbagé. Donc on est là pour parler de l'herbe, n'importe quel moment de l'année, que ce soit village toute l'année, village d'automne, village de printemps. Voilà. Donc c'était pas forcément un axe prioritaire pour le CEDAPA. Mais n'empêche qu'on voyait bien qu'il y avait quand même quelques éleveurs qui avaient vraiment envie d'approfondir cette chose-là. Donc on a discuté au sein du conseil d'administration du CEDAPA, est-ce qu'il fallait justement lancer un groupe d'éleveurs intéressés par cette thématique-là. En fait. Et c'est ce qui a été décidé au niveau du CEDAPA, on s'est dit oui, pourquoi pas. Donc on a diffusé cette nouvelle thématique au niveau du CEDAPA, et c'est ce qu'on fait toujours en permanence au niveau du CEDAPA. Dès qu'il y a des thématiques qui sont intéressantes au niveau des éleveurs du CEDAPA, nous, notre mission première, c'est d'accompagner ces groupes-là pour faire ce qu'ils ont envie de faire, ou de développer ce qu'ils ont envie de développer chez eux. Et donc c'est ce qui s'est passé avec les villages groupés de printemps. Et puis depuis, ça fait son petit bonhomme de chemin, c'est-à-dire que ça a démarré aujourd'hui, le groupe, moi de mémoire, je crois qu'on avait eu des premiers financements pour animer ces groupes-là, justement, donc c'était en 2010-2011. Et du coup, au début, on était peut-être une dizaine, je crois, dans le groupe, village groupé de printemps. Et donc ça a monté petit à petit, et aujourd'hui on est 35-40, voire même plus, donc on voit bien que ça prend d'ampleur. Et donc du coup, au fur et à mesure des années, on s'est dit, finalement maintenant aujourd'hui, au niveau du CEDAPA, on a quand même plusieurs fermes à faire ça, donc les villages groupés de printemps sur ces fermes. Beaucoup d'éleveurs ont choisi cette option-là. Et donc du coup, à un moment donné, on s'est dit, l'idée est intervenue d'un livre, je me rappelle au niveau d'un conseil d'administration, pourquoi pas, on ne ferait pas un livre. Alors c'était surtout Franck qui est derrière moi, qui va vous en parler tout à l'heure, qui a dit mais ce serait peut-être intéressant qu'on fasse quelque chose là-dessus. Et donc nous au CEDAPA pareil, on s'est dit
Pourquoi pas? Donc on s'est dit, 40 ans après André Pochon, fondateur du CEDAPA, on s'est dit, eh ben, on va sortir un livre sur les villages groupés de printemps. Donc voilà, voilà un peu l'historique du livre que vous allez découvrir aujourd'hui, Village groupé de printemps. Donc voilà. Et donc je vais laisser la parole aux auteurs, parce que moi je n'ai pas participé à ça du tout, mais eux ils ont beaucoup travaillé, donc je vais laisser leur parole. Voilà. Merci Fabrice. J'en profite aussi pour remercier la commune de Rose-Prenin qui nous a mis gracieusement à disposition cette super salle, très bien équipée. Merci à eux. Alors, cet ouvrage, c'est le fruit d'un constat qu'on avait tous fait, agriculteurs de la Groupée de printemps, c'est qu'on recevait de nombreuses visites de personnes, de façon individuelle ou en groupe, et qu'à la sortie de ces visites de chez nous, il nous manquait un peu, on ressentait le besoin d'un ouvrage de référence sur le sujet qui jusque-là n'existait pas. On voyait aussi des nouvelles générations qui avaient des aspirations différentes, avec un envie d'un plus grand équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, plus de revenus aussi à leur travailler et surtout plus de sens dans leur métier. Et il nous semblait que les villages groupés de printemps répondaient à toutes ces questions. Alors ça fait 1 an aujourd'hui, presque jour pour jour, qu'on s'est lancé dans cette aventure d'écrire un livre. Et donc on est très heureux de vous le présenter aujourd'hui. Il sort des presses ce matin, donc vous avez tout fait. Alors cet ouvrage, c'est le fruit d'un travail collectif, c'est important pour nous de le rappeler. Donc d'abord de 6 éleveurs-auteurs, donc certains en village groupé de printemps depuis plus de 20 ans, c'est le cas de Jean-Yves Penn et Pierre-Yves Plessis. D'autres installés d'abord en système conventionnel et qui ont fait évoluer leur ferme de village groupé de printemps. C'est mon cas, mon Clorec et mon conjoint. C'est le cas de Ronan Guerrion et de Gérard Cambin. Et enfin, des non issus du milieu agricole, comme Aurélie Chevaux, qui se sont installés en élevage grâce à la connaissance des systèmes en village groupé de printemps. C'est aussi l'ouvrage de 29 contributeurs, d'autres éleveurs dont beaucoup sont présents aujourd'hui, de chercheurs et de conseillers agricoles, que je remercie au passage. Et enfin, c'est le travail d'une salariée du CEDAPA, Julie Cloarec, qui a été chargée de réécrire, de retravailler nos écrits parfois pas très littéraires. Alors, c'est un livre technique qui se destine aux agriculteurs et aux porteurs de projets en agriculture. C'est sur un système d'élevage particulier qu'on appelle les vélages groupés de printemps. Alors, petite définition. Aujourd'hui, la grande majorité des élevages laitiers français font véler leurs vaches tout au long de l'année de façon à produire du lait de façon régulière. Cela repose sur une alimentation des vaches à base de fourrage stocké, en grande majorité du maïs, complémenté par une part d'aliments achetés à l'extérieur. A l'inverse, le système que l'on vous présente ici, les vélages groupés de printemps, l'objectif c'est de faire correspondre la production laitière avec la pousse de l'herbe. Donc on planifie tous les vélages en fin d'hiver, début du printemps, lorsque l'herbe redémarre, et les vaches sont taries au début de l'hiver, lorsque l'herbe ne pousse plus. Alors, ce livre qu'on va vous présenter reprend les bases de ce système et toutes ses nuances, parce qu'il y en a beaucoup, en 8 parties qu'on va passer brièvement en revue. Ça passe doucement. D'accord. Alors, à ce jour, on a beaucoup dans les journaux des témoignages individuels de personnes en village groupé de printemps, mais on n'avait pas de publication de moyenne économique ni de moyenne sur le temps de travail en système village groupé de printemps. Alors, eh bien, on s'est dit qu'on allait le faire, donc on a récupéré beaucoup de comptabilité issue de fermes en village groupé de printemps. On en a sélectionné 14 qui étaient en système abouti, et on en a fait une moyenne que l'on a comparée aux résultats comptables du ministère de l'Agriculture, qui s'appelle le RICA, également à la moyenne économique du réseau Inosis de l'Institut d'élevage, qui représente le quart des plus performants sur les résultats économiques. On a fait la même chose pour le temps de travail.
Alors, ce qui ressort, c'est que le système d'élevage groupé de printemps est un cercle vertueux qui se met en place. D'abord pour l'environnement qui est préservé grâce aux prairies pâturées. Plus besoin de pesticides, plus besoin d'engrais azotés, plus besoin d'achat d'aliments à l'extérieur. Grâce aux prairies permanentes, les charges de carburant, en particulier, d'eau et d'électricité sont réduites de 40 à 80% sur nos fermes. Un système vertueux également pour les animaux qui redeviennent des herbivores. Dans nos systèmes, la ration est composée à 70% par le pâturage, si elle la compare à la moyenne française où le pâturage ne constitue plus que 15% de la ration. Ce sont donc des animaux herbivores qui vivent mieux, avec des frais métaux divisés par 2 par animal, et des animaux qui vivent plus longtemps, puisqu'en moyenne sur nos fermes, les vaches font 5 lactations contre 3 en moyenne en Bretagne. Enfin, un cercle vertueux pour ces éleveurs, avec une amélioration du revenu. Ce sont des fermes plus petites, avec moins d'animaux, des animaux moins productifs. Mais le lait que produisent nos vaches ne coûte presque rien à produire. On a une réduction des charges opérationnelles de 80%, toujours grâce aux prairies permanentes pâturées, et une réduction des charges de structure de 45%. Les investissements, hormis l'achat de la ferme pour ceux qui s'installent, sont très faibles, puisqu'on a peu de besoins en matériel et en bâtiment. Ce qui permet aux éleveurs de se dégager un revenu disponible par UTH multiplié par 2 par rapport au RESCA, et légèrement supérieur au réseau de Gnosis, c'est-à-dire le quart le plus performant. Une amélioration également de la qualité de vie, puisque ces très bons résultats économiques sont obtenus avec moins de travail. La salle de traite est fermée pendant 2 mois, et la monotraite, en moyenne, réalisée pendant 4 semaines, a beaucoup plus selon les élevages. Au final, le revenu disponible par heure est de 30 à 50 euros, donc de l'heure travaillée, selon qu'on a plus ou moins d'indemnités liées à l'installation. Alors je vais passer la parole à Valérie Brocard, une chercheuse de l'IDEL qui a beaucoup travaillé sur la réduction de l'astreinte. Merci. Donc j'ai 3 minutes pour vous parler de traite. Alors pourquoi on aborde ce sujet de traite dans cette restitution aujourd'hui? Parce qu'on sait que traire les vaches 2 fois par jour, 365 jours par an, ce qui est le cas de la plupart des élevages laitiers, c'est considéré comme une tâche relativement pénible pour les éleveurs qui sont installés. Et ça pourrait aussi être un frein à l'installation pour de futurs nouveaux éleveurs. Les conditions de travail et les horaires de travail, notamment avec une traite le matin, une traite le soir et des amplitudes horaires importantes, ça peut être aussi un frein à l'installation, mais c'est aussi un problème parfois pour trouver des salariés en production laitière. Donc ces sujets autour de la traite, on les a aussi travaillés dans l'optique de trouver des solutions pour réduire la pénibilité, tout en restant sur des solutions qui conviennent au type de système qui sont présentés aujourd'hui et qui permettent d'être dans une conduite relativement économe et qui améliore la qualité de vie des éleveurs en même temps. Alors il y a 2 sujets en particulier qu'on a repris dans ce document. Le premier, c'est la possibilité de ne traire les vaches qu'une seule fois par jour sur toute ou partie de leur lactation. C'est un sujet qui est issu d'observations en élevage. On a ensuite travaillé en station expérimentale à Trévarès pendant 4 années et qui a ensuite été repris dans les exploitations avec différentes modalités. Alors les travaux en station qui sont présentés ici vous permettent de reprendre les résultats principaux, à savoir que traire les vaches une fois par jour au lieu de 2, ça entraîne une baisse de production laitière entre 20 et 25% avec une amélioration des taux, une très forte amélioration de la fécondité. Pas forcément de soucis sanitaires si on part d'une situation cellulaire qui est saine. Et c'est évidemment une solution qui va permettre d'améliorer, de réduire fortement le temps de travail d'astreinte autour de la traite. Une solution qui peut être mise en œuvre assez facilement dans les systèmes dont on parle aujourd'hui.
puisqu'elle va permettre de maintenir le groupage des vélages au printemps, et que si on est sur des animaux qui sont taris en hiver, eh bien la baisse de production laitière avec la monotraite peut être compensée par une augmentation d'effectifs si l'on veut, sachant que ces animaux seront des animaux taris pendant l'hiver. Donc c'est une solution qui est très adaptée à des systèmes vélages de printemps groupés, et que après avoir testé en station expérimentale, on retrouve assez souvent, et ça nous a permis une bonne interaction entre station et puis observation dans les élevages. Et l'autre solution, qui est sur la diapo suivante, c'est cette fois-ci garder 2 traites par jour, mais changer sa façon de travailler. On sait qu'en moyenne aujourd'hui, il y a plus de 10 heures d'écart entre la traite du matin et la traite du soir en Bretagne. Or ça, ce sont des choses que l'on peut modifier. On a réalisé des expérimentations pour vérifier qu'on pouvait rapprocher les 2 traites. Avec un intervalle de 6h30 entre la traite du matin et la traite du soir, pour passer les 2 traites dans une journée de 8 heures. Ce qui peut favoriser l'emploi d'un salarié, mais qui peut être aussi pour sa propre organisation personnelle. Et là encore, les vaches se sont adaptées sans aucun impact sur la production laitière en quelques semaines. Donc c'est plus à nous en fait, de choisir nos horaires de traite et notre façon de travailler. Et c'est aussi une collaboration entre ce que l'on peut faire en station, ce que l'on peut observer en élevage, et la demande des éleveurs qui permet aujourd'hui vous offrir ces solutions techniques, ces innovations, et les partager avec vous. Donc un très bon exemple d'interaction entre stations et puis travail en groupe d'éleveurs, tout à fait adapté à nouveau au type d'élevage, village groupé de printemps dont on parle aujourd'hui. Donc, comme on vient de voir, le système de VGP permet de réduire fortement les charges d'exploitation ainsi que les investissements. Pour cela, il s'appuie sur 2 fondamentaux qu'il faut absolument maîtriser. Ce sont la gestion de l'herbe et la reproduction du troupeau. Concernant la gestion de l'herbe, le principe directeur des VGP, on l'a vu, c'est de mettre en phase la pousse de l'herbe et la production laitière. Le tout en faisant véler les vaches en fin d'hiver pour réduire les coûts alimentaires par le pâturage. Dans ce livre, nous détaillons les besoins en surface des animaux en fonction de la pousse saisonnière de l'herbe et aussi fonction des variations interannuelles. Contrairement à la gestion par les stocks, le pâturage s'appuie sur l'anticipation de la ressource fourragère en devenir. Sur sa ferme, l'éleveur doit construire un modèle optimal et aménager des leviers pour faire face aux caprices de la météo. D'une ferme à l'autre, des adaptations seront aussi faites pour valoriser l'accessibilité au pâturage. Nous avons étayé nos démonstrations de témoignages concrets, situés dans des zones humides, intermédiaires ou séchantes, et avec des stratégies d'élevage différentes, mais toujours avec le principe d'une valorisation maximale du pâturage. Pâturage qui, le plus souvent, devient un pâturage de prairie permanente. Un pâturage bien conduit, c'est une technique de pointe. Et pour cela, il faut avoir au minimum 2 outils pour en assurer la gestion, l'herbomètre et le planning de pâturage. L'autre point fondamental des VGP, c'est la reproduction du troupeau. Le système est basé sur un veau par vache et par an, et toujours à la même date. Pour y arriver, la vache en VGP doit donc être fertile et rustique. La majorité des élevages pratiquent le croisement de races. Et ceci autant pour bénéficier de l'effet hétérosis que pour adapter le troupeau à ses objectifs d'élevage personnel. Par l'insémination artificielle, nous avons la possibilité de trouver la génétique et les croisements les plus adaptés à nos objectifs d'élevage. En VGP, nous ne recherchons pas la production maximale par vache et la ration n'est pas adaptée à l'animal, c'est bien l'animal que nous adaptons à une ration 100% végétale et donc fourragère. Nos vaches font 4 à 5 000 litres de lait par an. Les taux sont plus élevés que la moyenne et l'animal vit longtemps et en bonne santé. Comme dans tous les élevages, nous avons à faire face aux pathologies courantes en élevage laitier. Cependant, nous avons beaucoup moins recours aux frais vétérinaires et aux vétérinaires tout court, car nos animaux sont beaucoup moins malades, car moins sollicités par la production laitière. Néanmoins, nous avons une vigilance toute particulière aux problèmes de parasitisme liés au pâturage et bien sûr à la qualité des applots en lien
au fait que l'animal doit aller chercher sa nourriture au champ. Le recours au vétérinaire est d'autant plus aisé qu'il est peu fréquent. Et avec le vétérinaire, nous développons un partenariat et un suivi pour mieux anticiper les problèmes. Et d'ailleurs, nous traitons beaucoup plus par anticipation que par une méthode curative. C'est bien une fois ces fondamentaux acquis que nous pouvons dérouler l'année laitière sereinement. Alors, dans la troisième partie du livre, nous décrivons les pratiques des fermes en vélage groupé de printemps au fil des saisons. Donc, grouper les vélages en fin d'hiver, ça permet de caler la production de lait sur la pousse de l'herbe. C'est rentable d'un point de vue économique. Cela permet aussi de rationaliser le travail. À chaque période correspondent des tâches bien précises. Donc la période la plus intense, c'est évidemment au printemps, de mars à fin juin. Donc on peut dire qu'en mars-avril, ce sont les vélages, l'élevage des veaux, donc soit au lait et yogourt, soit se nourrissent, la mise en place de la saison d'herbe. Ensuite, en mai-juin, viennent les récoltes d'herbe, la reproduction, donc avec insémination ou série naturelle. À partir de juillet, donc, le travail s'allège fortement. Les genisses sont sevrées, les récoltes assurées, et on gère au mieux les ressources d'herbe pour optimiser la production. C'est une période plus calme, où il est beaucoup plus facile de se faire remplacer pour prendre des vacances. Cette période dure jusqu'en décembre. Avant Noël, la salle de traite est fermée pour 2 mois de repos bien mérités. Donc, grouper permet de rompre la routine de travail et de repartir d'un bon pied pour une nouvelle saison. D'allier revenus et temps libre avec des investissements réduits. Alors moi je vais vous parler de la partie qui s'occupe de la transition. Comment faire pour faire évoluer sa ferme en vélage groupé de printemps. Alors, les systèmes en vélage groupé de printemps impliquent un gros changement sur sa ferme. Donc après avoir vu dans un premier temps les piliers du système au niveau du pâturage, donc avec l'objectif de 70% dans la ration annuelle et de reproduction, qui est de 90% si ce n'est. On a des objectifs, maintenant comment faire pour y arriver? Comment mettre en place chez soi ce système? Alors c'est une période très compliquée, enfin assez compliquée si en plus elle est liée à l'installation. On se pose énormément de questions, les vaches sont-elles adaptées? Est-ce possible dès son installation? Faut-il faire une transition lente ou rapide? Quels impacts financiers et humains? Faut-il de la trésorerie? Que faut-il faire en cas d'événements climatiques, sanitaires? On a plein d'éléments de réponse dans les témoignages de cette partie. Donc les étapes de la transition, la première, c'est d'avoir un troupeau adapté au système. Donc, comme Jean-Yves l'a dit tout à l'heure, un veau par vache et par an au printemps. Alors un des outils, c'est le croisement. Et puis ensuite, on s'occupe de décaler les vélages pour les regrouper progressivement au printemps. Alors c'est une période où il faut prévoir du renouvellement, puisque la sélection est forte, doit être forte et rigoureuse. Donc aux alentours de 40%. Alors elle a bien sûr un impact, cette période-là, financier et humain. Financier, il y a une baisse de produits due à l'allongement des lactations, dû aussi à la diminution du nombre de vaches, liée à la sélection plus forte. Et alors souvent, elle est grandement compensée par aussi une baisse de charge opérationnelle, plus de pâturage, moins d'aliments, moins de produits phytosanitaires, et une diminution aussi des charges de structure, moins de tracteurs, moins de mécas, etc. Au niveau donc, de l'impact humain, en général, ça se passe très bien. Les petits plus, c'est d'avoir un peu de trésorerie. Et puis, bien sûr,
le top, c'est de ne pas rencontrer d'aléas. Donc les aléas, ça peut être les prix du lait, la sécheresse ou les événements sanitaires. Avec un petit point de vigilance, donc il y a 2 couples qui témoignent là-dessus. Nima, dont Aurélie est ici présente, c'est le fait d'avoir l'installation plus la transition. Il y a beaucoup d'apprentissage en même temps et attention à la surcharge de travail. Donc dans cette partie, on a les témoignages de Jean-Yves et Babette Penn. Donc là, ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir le parcours des précurseurs. Tout le cheminement, ça a pris du temps, donc de passer d'une ferme intensive à un système de village groupé de printemps. Il y a des paysans déjà installés vers les villages groupés de printemps, c'est le cas de Franck et Maud, où c'est un témoignage où il y a tous les chiffres, toutes les étapes et les impacts. Donc je vous invite vraiment à surligner ces passages. Et alors moi c'est plutôt une transition, on va dire, vécue de l'intérieur, entre guillemets, racontée, avec des petites péripéties au niveau sanitaire et climatique. Et dans cette partie-là, il y a aussi le témoignage de Philippe Roger, qui nous rappelle qu'en période de transition, il est important de ne pas y aller seul, d'être entouré d'un groupe d'éleveurs pratiquants de la sorte, et éventuellement d'un conseiller technicien qui connaît ces systèmes-là. Lors d'échanges avec des agriculteurs, pour nous qui sommes en VGP, on entend souvent « Ah oui, votre système c'est bien, mais c'est possible que dans le contexte du Grand Ouest et en dehors de ça, c'est très compliqué. » Donc, dans la 5e partie, nous avons fait le choix de vous présenter des témoignages de personnes qui se situent dans des contextes différents, alors que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. On a choisi 5 fermes. La première se situe en Ardèche, dans le sud de la France. On est déjà en montagne, donc de l'altitude, ce qui veut dire un hiver qui peut être rigoureux, et en même temps du sec. Donc là, on est confronté à 2 aléas climatiques qui sont rencontrés tous les ans, contrairement chez nous, avec pourtant une ferme qui fonctionne en VGP. Un deuxième exemple de montagne en Europe, dans le Jura suisse, où un couple fonctionne aussi en VGP là-bas depuis plusieurs années, avec une contrainte de neige prolongée en hiver, puisqu'on est à plus de 1000 mètres. On a aussi fait le choix, et c'était important, de présenter 2 témoignages dans des pays anglo-saxons. Donc on a le Pays de Galles et la Nouvelle-Zélande, parce que ces pays sont les premiers à avoir développé les systèmes de villages groupés de printemps. Et là, on est sur des plutôt grands troupeaux, dans des secteurs certes plus favorables, mais avec des contextes différents de prix du lait, de main-d'œuvre et d'organisation. Et on a enfin un dernier témoignage dans un contexte là très difficile par rapport à ce qu'on pourrait voir habituellement, donc qui se situe au Québec, avec un couple qui est près du lac Saint-Jean. Alors ça vous parle peut-être pas, mais c'est la limite nord des terres cultivables au Québec. Donc on a plus de 6 mois de neige dans l'année, assez fréquemment. Et ils sont passés assez récemment au système de village groupé de printemps. Ils ont même remis les animaux dehors l'hiver, ce qui est peu commun pour ce pays-là. Donc ensuite, on a fait une partie spécifique aux personnes qui s'installent et qui en même temps veulent faire du village de printemps, qui sont souvent non issus du milieu agricole, enfin voilà, c'est pas des transitions, c'est des transitions en même temps d'installation. Et en fait, on a pensé un peu cette partie comme des questions-réponses sur toutes les problématiques qui se posent quand on veut s'installer dans ce système. Donc la première partie, c'est comment trouver la ferme, donc à la fois concrètement comment trouver, quels sont les petits trucs des personnes qui ont trouvé des fermes, mais aussi quels critères. Donc à la fois il y a les critères prépondérants, enfin on va dire la structure du parcellaire, la pluviométrie, mais aussi on a proposé par exemple un outil pour hiérarchiser ces critères, parce que voilà, c'est aussi important de
savoir ce qu'on cherche. Donc voilà, c'est l'idée de cette partie, c'est de pouvoir avoir plein de petits points qui peuvent être utiles à des jeunes installés, des futurs installés, pardon. Et une fois la ferme trouvée, il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'on reprend le cheptel? Comment on négocie? À quel prix on peut reprendre? Est-ce qu'on achète le cheptel? Ou est-ce qu'on essaie d'acheter un cheptel déjà sélectionné en village de printemps? Et nous, ce qui est important pour nous, c'est de dire qu'il n'y a jamais qu'une seule réponse à ces questions-là. Mais on a essayé d'éclairer toutes ces questions de différents témoignages pour que les jeunes installés, les futurs installés puissent se faire leur propre avis. Donc par exemple, sur la question de est-ce qu'on doit reprendre un cheptel existant ou acheter un cheptel déjà sélectionné, et ben, il y a l'exemple d'Edern Coadou là, dans le Finistère qui a acheté entièrement son cheptel en Irlande. Et notre exemple à moi et mon conjoint qui ont repris le cheptel existant. Et à chaque fois, on détaille comment on a fait, un peu les avantages et les inconvénients. Mais ensuite, c'est à chaque situation, chaque personne de faire son propre choix. Et c'est pas un seul système, mais dès l'âge de printemps, il y a plein de nuances comme des mots. Et ensuite, il y a aussi la grosse question du prix. Donc, quand on s'installe, c'est à quel prix on peut racheter sans se mettre en difficulté en faisant cette transition-là. Et donc, on a proposé un calcul de reprenabilité qui est adapté à chacun. Enfin, c'est une méthode, en fait, plutôt qu'une fin en soi. Mais encore une fois, c'est un peu une boîte à outils pour les futurs installés. Et on a aussi demandé à Isabelle Payet de témoigner dans le livre, qui est conseillère à la Chambre d'agriculture, qui a vu beaucoup se développer ces systèmes-là. Et donc, je vais te proposer de témoigner sur à la fois un peu ton regard sur l'évolution de ces systèmes et aussi sur les points de vigilance. Merci Aurélie. Donc moi j'ai le rôle de la méchante aujourd'hui, c'est les écueils à éviter, les bêtises qu'il ne faut pas faire. Donc principal écueil pour les gens qui sont en place depuis longtemps, qui sont exploitants, c'est qu'on prend trop de temps pour faire les changements. Et en fait, à force de prendre du temps et d'être un peu entre deux systèmes, on n'a pas les bénéfices tout de suite et en fait on se décourage. Au contraire, pour les jeunes qui s'installent, j'ai parfois quelques-uns qui sont un peu tout feu tout flamme et qui veulent tout chambouler du jour au lendemain. Et ça, en fait, ça a souvent des conséquences économiques très très fortes. Donc en fait, moi, il me semble qu'il y a un délai raisonnable de 3 campagnes pour grouper les ménages, et puis sans qu'il y ait de